On va rester dans le thème de l'ambiguïté avec, pas avec Marc Fortier, mais avec l'objet de, de votre livre. Bon, pour situer peut-être les auditeurs et auditrices, Marc Fortier, vous avez étudié en sociologie et en anthropologie? Oui, oui, aussi. Vous avez enseigné à l'Université Laval? Oui, à l'UQAM aussi. Et là, vous êtes éditeur. Je pense que vous avez fait d'autres choses aussi, mais vous êtes éditeur chez Luxe, tout à fait. Maison d'édition, très belle maison d'édition, je dois l'avouer, que j'aime beaucoup. Spécialisant en essais, on peut dire ça? Essais, sciences humaines, histoire culturelle des Amériques, on pourrait dire. Eduardo Galeano, c'est un de nos auteurs. Oui. Par exemple. Oui. Et là, vous nous présentez Mélancolie identitaire. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'en parle à la balado. Une année à lire Mathieu Bock-Côté, c'est le sous-titre. Parlez-nous de ce déclic. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit un jour, je vais pendant une année tout me taper de Mathieu Bock-Côté et en faire un livre? C'est la question que tout le monde me pose depuis une semaine. Désolé. Mais non, mais j'arrive pas. Je vais réécouter mes entrevues. Je pense que je vais donner jamais la même réponse parce que fondamentalement, ça procède pas d'une intention ou d'un dessin préétabli. Mathieu Bock-Côté, c'est une voix qu'on entend. On entend des voix. Des fois, c'est un peu inquiétant d'entendre des voix. Oui. Il y a Mathieu Bock-Côté, ça résonne un peu partout dans l'espace public au Québec. Donc, je l'avais déjà lu, je l'avais déjà entendu. Je l'avais déjà même défendu avec... Moi, j'ai des amis qui l'haïssent pour mourir. Ça m'était déjà arrivé de le défendre puis de passer de très mauvaises soirées. Mais je l'avais jamais vraiment lu attentivement. Assidûment. Ouais. Et j'ai commencé il y a 1 an. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être très sympathique et attachant, malgré tout. Oui. C'est ça qui fait que c'est un personnage ambigu, entre autres. Un personnage... ambigu, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Oui, on pourrait dire ambigu. C'est un communicateur assez efficace dans son style. Oui. Et donc, il y a 1 an, j'ai commencé à lire quelques matins. Un jour, j'ai écrit un peu à la va-vite quelque chose sur Facebook. Ça a fait rire 3-4 personnes. Ouais. Là, parce que vous vous en amusiez sur Facebook dans certains statuts. Oui, c'est exactement. Ça fait que j'ai commencé à faire ça un peu... C'est une farce. Pas une farce. J'étais quand même... les premiers, c'est un statut, c'est un peu une farce. Après ça, j'ai un peu étoffé. Ouais. Je me disais, lire Mathieu Bock-Côté pour comprendre. J'appelais ça comme ça. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de lire tous les jours un peu comme un rituel. Puis là, j'ai arrêté de faire mes statuts Facebook en me disant, attends un peu, je tiens peut-être quelque chose. C'est peut-être c'est pas Mathieu Bock-Côté en tant que tel qui m'intéressait, c'est plus que son discours qui lui appartient pas nécessairement en propre, si on pourrait peut-être en reparler, mais qui lui appartient aussi en propre, c'est les deux. Oui. Et donc je trouvais que c'est le révélateur de quelque chose et puis une bonne porte d'entrée j'avais envie d'écrire sur le Québec réel justement. Ouais. À partir peut-être d'un Québec imaginaire, on pourrait en parler ça aussi. Mais oui, c'est ça, parce que c'est intéressant parce que on se demande, puis on en parlait, Simon, avant de partir la bobine pour enregistrer cet épisode, que parfois, quand on écoute, on entend ou on lit Mathieu Bock-Côté, on se demande de quel Québec il parle. C'est une espèce d'idée un peu fantasmée du passé, d'où on vient, du Québec, et ce qu'il en est aujourd'hui. Puis là, il lance, et qu'est-ce que vous avez trouvé en lisant Mathieu Bock-Côté pendant 1 an par rapport à ça, par rapport à ce Québec-là qu'il décrit? Mais j'ai trouvé la vie épatante, en tout cas, ça c'est sûr. Mais et puis j'ai passé une année très intéressante. Mais là, quand vous dites Bock-Côté, vous avez lu Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire vous avez lu ses éditoriaux, entre autres, ses textes dans le Journal de Montréal? Oui, Journal de Montréal, Le Figaro. Ouais. J'ai pas lu Valeurs actuelles, mais parce que là, je peux pas me rendre jusque-là. Et donc j'ai trouvé. Parlez-nous un peu pour les gens qui connaissent pas Valeurs actuelles. Donc j'ai suivi. Valeurs actuelles, c'est une revue qui a été fondée il y a une 50aine d'années par un pétainiste, qui a été racheté depuis mais quand même, je pense que l'acte fondateur marque un peu l'esprit de la revue, qui est considéré en France, quand on veut être poli, on dit que c'est la droite de la droite. Mais c'est considéré par plusieurs personnes comme l'extrême droite. Okay. C'est une revue qui a été condamnée notamment pour incitation à la haine raciale. Elle se présente elle-même, parce qu'on peut lui laisser une chance de se présenter elle-même, comme une revue qui défend le libéralisme économique et une morale conservatrice. Et fondamentalement, c'est un peu ça le programme de Mathieu Bock-Côté, le libéralisme autoritaire, le conservatisme à l'américaine, j'aurais l'impression. Le Québec, pour répondre à la question, c'est vraiment une question intéressante parce que moi, j'ai vu dans cette année-là aussi la carrière française de Mathieu Bock-Côté prendre... Ça a été assez stupéfiant parce qu'il a sorti son livre « L'Empire du politiquement correct » à la fin de mon expérience. Moi, je lisais tous les jours Mathieu Bock-Côté. C'était ça que je m'étais imposé comme règle.
Et à la fin de mon expérience, il a accordé genre 250 entrevues en France. Là, ça, c'est pas lire, regarder les entrevues, mais j'avais comme un plaisir un peu morbide. J'ai regardé toutes ces entrevues. D'ailleurs, vous qualifiez Mathieu Bock-Côté, c'est un petit peu rigolo, d'Éric Zemmour à visage humain. Oui, tout à fait. Et donc, je vais là, on a lancé plein de questions, je vais répondre dans l'ordre. Oui. Le Québec, c'est très curieux parce qu'il parle de son amour du Québec. C'est quelqu'un qui aime aimer le Québec, mais qui est très très loin du Québec réel dont vous parliez à l'instant. Ouais. On est loin du nationalisme des années 70 où là tout d'un coup, il y avait des chansons sur chaque rang, chaque région, chaque grand-père, un nationaliste de gauche qui chantait l'Abitibi, qui chantait la Manique, qui faisait des films, tu sais, qui chantait le territoire, même dans son conservatisme. Non, oui, c'est ça. Mais c'était un conservatisme qui était capté par un projet social progressiste, mais qui était là, mais qui était comme perverti, si vous voulez, si on se met du point de vue. Et donc, il y avait l'île aux coudes, je veux dire, Perrault, tous ces gens-là. Et Monsieur Lalancette... Et vous trouvez pas ça? Il y a rien de ça. Il parle jamais de personne. Ouais. Il parle du Carrefour Laval. Il parle du Carrefour Laval. Qui parle en anglais. Il parle en anglais. Mais il parle d'aucun lieu, d'aucune personne, d'aucun artiste, ou presque, là, je veux dire, aucun, c'est peut-être exagéré, mais vraiment rarement. Ni de l'espace, ni du temps. Et donc, c'est vraiment fascinant pour quelqu'un qui ne parle que de transmission. J'ai trouvé ça très intéressant, tout ce que vous comptiez tantôt, parce que je me disais, ce Québec réel-là dont vous parliez, ça n'existe pas chez Mathieu Bock-Côté. Donc, il aime quelque chose de très, je pourrais dire, c'est une projection fantasmée. Est-ce qu'il y a autant d'influence que ça au Québec? Lui? Ben, c'est dur à dire, mais... Parce que le Québec hors, tu sais, les gens ailleurs au Québec, là, qui sont dans le Québec réel, sont continués avec cette est-ce que vous avez l'impression qu'ils lisent Mathieu Bock-Côté et que son discours a une emprise? Ça, par contre, j'ai pas poussé. Moi, j'ai quand même écrit un essai. Vous êtes sociologue, quand même? Oui, mais j'ai écrit un... Non, mais c'est... Vous n'avez pas commandé un sondage? J'ai pas commandé de sondage. J'ai pas fait... C'est vraiment pas un essai sociologique, c'est un essai littéraire que j'ai écrit. Oui, c'est important de le dire. Non, mais je veux le dire quand même. Mais comment vous avez dit ça tantôt pour vendre votre revue? C'est passionnant. Il faut aller l'acheter. Achetez-le. Mais c'est important de le dire. J'ai vraiment écrit un essai littéraire. Mais donc, je suis pas capable de répondre vraiment à votre question. Ce que je peux dire, par contre, c'est que la phraséologie, les mots, les clichés, c'est une usine à produire des clichés, des mots, des paroles qui pensent pour nous, qu'on entend et qui sont toujours attachés à des émotions, des sentiments, par exemple l'agacement prodigieux que le politiquement correct peut susciter chez tout le monde, de gauche à droite. Et donc, vous avez pas aimé que Lorraine Pintal se fasse traiter d'esclavagiste parce qu'elle a fait le spectacle de Slave. Vous entendez Mathieu Bock-Côté dire « on ne peut plus rien dire » avec 3-4 adverbes que vous comprenez pas. Là, vous achetez, vous voyez, les choses avec... Mais la phrase qu'il va utiliser « on ne peut plus rien dire », la gauche bien pensante, totalitaire, on va la retrouver dans la bouche de Maxime Bernier 6 mois après. On va la retrouver dans les tweets de François Legault. Donc, vous voyez, je sais pas si c'est le lecteur. Je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, il y a un effet médiatique. Je pourrais te prendre une fibre qui résonne, en tout cas. Oui, je pense que oui. Il y a une parole qui se met à circuler, des mots qui rentrent dans le langage commun, puis qu'on peut plus s'empêcher de dire, et là, mais sans savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ce concept que je connaissais pas, le psittacisme? Ah ouais, c'est moi qui ai inventé ça. Ah, ça existe pas, ça? Ben oui, ça existe, c'est une maladie. Est-ce que vous parlez de ça? En fait, c'est dans le chapitre de la saucisse de Francfort, vous abordez cette idée de parole publique qui se dégrade de plus en plus. Le psittacisme. C'est comme un psoriasis, mais... Non, ça vient de perroquet. Psittacé, c'est la famille des perroquets. Ça veut dire répéter mécaniquement des phrases qu'on ne comprend pas. Et ça, vous dites que la gauche en souffre un peu aussi. Ben, c'est l'universitaire. Marie-Christine, il paraît que les milieux... Moi, je peux parler contre les universitaires. J'ai passé 18 ans dans l'université quasiment à temps plein. Non, mais le psittacisme, j'ai utilisé, c'est un qualificatif qu'on pourrait utiliser pour souvent les discours de gauche. Admettons, on va prendre c'est pas propre à Mathieu Bock. Ben, le stalinisme, par exemple, a été une usine à produire des gens qui répétaient mécaniquement comme la musique à papier, le discours officiel.
La religion. Moi, j'ai qualifié le discours de Mathieu Bock-Côté, je pense, de logoré plus. Oui. Donc, c'est plus comme un fleuve qui coule, on se dit, puis là, tout d'un coup, il y a eu l'idée de mettre des barrages là-dessus, tu sais, puis de transformer ça en petit business de communication. Il est assez intelligent. Tu sais, moi, je suis verbomoteur, j'ai jamais pensé à harnacher ma verbomotricité. Je suis moins intelligent que Mathieu Bock-Côté. C'est habile. Mais peut-être que vous rêvez, comme avec Annie et ses enfants, de fermer la Switch de temps en temps. Maintenant, c'est mon nouveau fantasme. Cela dit, il doit y avoir du bon aussi dans tout ce que dit et écrit Mathieu Bock-Côté, parce que je pense pas qu'on peut avoir cette place-là médiatique en étant appuyé sur absolument rien et que du vent. Ben moi, comme m'a dit Christian Rioux, je suis de mauvaise foi. Je lui ai trouvé certaines qualités formelles. Sur son livre sur la dénationalisation tranquille. Oui. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé, dans l'année où je l'ai suivi, je suis obligé de reconnaître que moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique, même quand il m'embêtait ou qu'il Mais il est sympathique. Moi, pour l'avoir croisé à plusieurs reprises, donc, bon, voilà, dans des soirées mondaines, il est très sympathique. Donc, il y a une bonhomie. On voit qu'il y a un grand plaisir. Il prend beaucoup de plaisir à annoncer la fin de la civilisation occidentale, l'effondrement des mœurs et les éventuels... Une certaine candeur aussi. Oui, il y a une candeur. Il va pleuvoir des grenouilles bientôt. Le sol va s'ouvrir sur nous, mais je suis à la télévision quand même, c'est cool. Mais et donc, il est pas comme Éric Zemmour ou comme Finkielkraut, que quand on les entend, eux, on sent toujours... Ils ont mal dans leur chair. Ah oui, on se dit, bon, là, il y a un problème de médication ou il y a un fil... Et on sent qu'ils sont habités par un réel désir de mettre le feu aux poudres. Il y a il y a une haine qui passe dans leur discours, alors que Mathieu Bock-Côté, qui, sur le fond, dit des choses assez semblables, est ami avec Zemmour. Tu sais, ils se textent, ils sont amis. Zemmour arrête pas de dire mon ami Mathieu Bock-Côté, mais il y a une haine, disons, assumée chez Zemmour, que Mathieu Bock-Côté a l'intelligence de pas être... Il va pas dire comme Zemmour, il faut reconquérir le sol français en voyant l'armée dans les banlieues de Paris. Non, Zemmour a dit ça. Il a aussi dit, le général français qui est arrivé en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, il a tué des musulmans et des juifs même. C'est ça, être français. On peut pas imaginer Mathieu Bock-Côté dire des... Mais Éric Zemmour est plus vieux, peut-être. Il faut juste laisser un peu de temps. Comment vous avez dit ça, le OK boomer, c'est ça. Mais, donc ça, il y a le contexte de la vieille France aux Français aussi, qui développe, Mais il y a une bonhomie chez Mathieu Bock-Côté qui le rend quand même, bon, malgré tout, agréable à entendre. Moi, j'ai pas lu tous ses livres, parce que je vais lire Mathieu Bock-Côté pendant un an, mais bon, il y avait des périodes creuses, puis là, je suis devenu curieux. Des fois, je faisais de l'archéologie sur je tombais sur des vieux articles. Puis j'ai lu les premiers livres, j'ai lu les 2 derniers livres, et j'ai trouvé que dans les premiers livres, il y avait une thèse, il y avait des noyaux de rationalité, je sais pas si je peux dire, c'est des raisonnements structurés sur la question du nationalisme au Québec, avec lesquels j'étais pas du tout d'accord, mais donc je pouvais reconnaître une matière, je pouvais me dire, si on s'oppose à ça, on peut dialoguer. On va être obligé de penser. Il y a le début d'un effort de réflexion pour rétablir une sorte de nationalisme conservateur. Mais ces derniers livres, c'est des livres de militants où il y a vraiment absolument... c'est vraiment quelqu'un qui arrive avec... Il pense contre. Puis il y a ses meilleurs ennemis qui sont souvent des idiots utiles. Puis il fonce. Puis c'est pas cohérent. C'est un habile lecteur, en tout cas, de l'évolution de l'idée du nationalisme au Québec. Je trouve toujours assez pertinent, il y a une lecture assez juste de comment l'idée a évolué. Ben, il prend acte d'un... Si on se met du point de vue des souverainistes, je vais essayer de me mettre de son point de vue. Moi, à la blague, ce que je dis, c'est qu'après 95, on savait qu'il y aurait un prix à payer pour 2 fois dire non. Puis là, je me dis, le prix à payer, c'est Mathieu Bock-Côté. Oh mon Dieu, c'est drôle, ça. Mais c'est-à-dire que c'est dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que lui, il se dit... Le projet souverainiste, maintenant, il est condamné à soit être un pur projet de volontarisme, ça serait, disons, la thèse de Martine Ouellette. Et ça peut pas marcher. Vous voyez, ça peut pas marcher. Mais là, ça a l'air de vouloir revenir au PQ. Là, oui, mais c'est la 14e. C'est lucide. Il est lucide là-dessus. Il se dit, c'est pas quelque chose qui peut marcher. Et donc, il faut qu'il y ait un ancrage. Mais là, il souffle sur toutes sortes de braises pour créer de la chaleur. Espérant que la flamme... Puis là, ça l'oblige à vouloir réveiller une sorte de zombie qui est le Canada français. Mais ça, le Canada français, ça, c'est ce que je raconte dans mon livre. À mon avis, sociologiquement, le Canada français, il est mort. Puis il est pas mort par accident. Il est mort dans un acte politique voulu. Il s'est lui-même sacrifié. Et donc, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et c'est là que...
tout aussi fine, aussi réaliste soit sa démarche par rapport au nationalisme, c'est là qu'à mon avis, elle est complètement hors du présent. Il y a quelque chose qui marche pas. Sauf qu'il peut mobiliser quand même, il y a quelque chose en même temps, il y a quelque chose de fin. C'est un mélange. C'est comme une idée fine qui est dysfonctionnelle. Je suis d'accord avec Fred. Mathieu Bock-Côté est un type de commerce fort agréable. J'aime beaucoup discuter avec lui. Je le considère comme un ami, je peux le dire comme ça. Mais je partage votre lecture où le pas suivant qui dit, au-delà de ma connaissance théorique et de ma lecture de l'état des lieux du nationalisme, comment je vais à la compréhension des gens sur le terrain. Et là, j'avais bien aimé dans l'article signé par Dominique Tardif, où justement, vous dites, c'est rare qu'on a des noms, c'est rare qu'on a des gens, c'est rare qu'on a des histoires de Québécois, hors que ce Québec qui relève un peu de la poésie. C'est exactement. Gonzalo Lorando? Non, mais ça me fait réaliser que c'est un peu exactement l'inverse du travail de Pierre Perrault. Lui part totalement des gens, puis totalement du Québec réel, puis après ça, il décolle, puis il sort une pensée à partir de là. Là, c'est exactement l'inverse. Ben oui. Mais ça part, cela dit, de la même... le même désir, c'est-à-dire de faire du Québec, parce que dans la démarche cinématographique de Pierre Perrault, il y a aussi un désir que le Québec devienne indépendant. Là, c'est pas juste d'aller filmer des gens pour les ancrer dans ce qu'ils sont. C'est qu'il y avait... donc, sauf qu'il part des gens à 100%. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça prend peut-être un mélange des deux, si on veut ça. C'est évident, mais là, le problème que va avoir Mathieu Bock-Côté, c'est que son nous est tellement... au fond ethnique. Mais de plus en plus au jeu. C'est un nous au jeu. Ben, c'est un jeu qui ça, il dit nous, mais il dit moi, évidemment, je suis pas, tu sais, j'ai écrit un livre drôle, je pense, puis avec des histoires et tout, mais bon, je suis pas particulièrement gentil avec lui. Et mais on peut quand même dire que c'est pas de l'acharnement non plus, parce que le livre ne parle pas que de Mathieu Bock-Côté. Non. Pas tant même. Il y a beaucoup de... En fait, souvent Mathieu Bock-Côté est un prétexte pour parler de complètement autre chose. Tout à fait. Ouais. Mais toujours de ces thèmes. J'ai voulu, moi, parler de la transmission en parlant des gens, parler de la crise du progrès en racontant la Première Guerre mondiale à partir d'une histoire qui m'est personnelle. Mais avec votre oncle? Avec mon arrière-grand-père. C'est l'oncle de mon grand-père, mais que j'ai connu parce qu'il est mort à 102 ans. Ouais. Et dont j'ai le casque qui a eu fait la guerre chez nous sur mon piano. Ouais. Et donc, la mort de Pierre Vallière. D'ailleurs, c'est une partie assez touchante, en fait, et c'est vraiment particulier, la fin de vie, en fait, de Pierre, que moi, j'ignorais totalement, qui est parti... en Yougoslavie. Oui, puis qui était plus tout à fait lui-même. Là. Non, c'est ça. Ben moi, vous voyez ce texte-là, comme c'était chronologique, mon livre, je suivais ma méthode de travail. Là, c'était le 20e anniversaire de la mort de Pierre Vallière, le 50e de l'apparition de Nègre blanc d'Amérique. J'ai écrit, il y a 2 lignes sur Mathieu Bock-Côté sur ce texte-là. Juste pour dire, je vais vous parler, Mathieu Bock-Côté a comme décidé que le mal du nationalisme québécois, la graine avait été posée à la fin des années 60 avec parti pris avec la gauche radicale. Mais moi, je vais vous parler de 2 personnes. C'est Jean Ménard qui a passé sa vie au Chili, puis au Brésil c'est un prêtre, qui était un artisan de la théologie de la libération dans l'Amérique du Sud. Et qui a été un ami de Pierre Vallière à la fin de sa vie. Pierre Vallière avait la foi, était chrétien, et de Pierre Vallière de la fin de sa vie. Je veux pas vous dire c'est des génies. Pierre Vallière, tout ce qu'il a entrepris, ça a plus ou moins raté. Mais je vais vous montrer que ces gens-là, tu sais, il y avait des grands idéaux, mais tu sais, ils essayaient de partir une usine en Abitibi, à Mont-Laurier. Ils faisaient des affaires. Ils essayaient de ils essayaient d'organiser du monde avec leur foi, tu sais, au Chili. Et puis là, Pierre Vallière, à la fin de sa fin de sa vie, c'est vraiment grandiose parce que là, il se prend c'est la cause de la Yougoslavie, c'est la guerre en Bosnie-Herzégovine, et là, il décide d'essayer de sauver la Yougoslavie. Évidemment, c'est toujours un peu absurde. Mais en même temps, il le fait. Il s'en va, il fonde le comité, il s'implique dans le comité Québec. Oui, puis il va apporter du papier pour le journal à Sarajevo. Il revient ici, il est investi d'une mission, mais il avait une santé terrible, Pierre Vallière. Il fumait, il buvait, il y avait de l'artériosclérose, il y avait de la misère à monter la côte Sherbrooke entre Ontario, la côte Saint-Denis entre Sherbrooke. Il prenait un taxi. Il était sur Ontario pour aller sur Sherbrooke. Puis là, il décide de retourner à Sarajevo tout seul. Il embarque des jeunes là-dedans, tu sais, parce qu'ils se disent, ah ben là, lui c'est un vieux, il doit savoir ce qu'il fait. Ils partent en taxi, traversent la Croatie, en tout cas, ils se retrouvent au sommet du mont Iman. Il y a les Serbes qui leur tirent dessus, ils rampent pour s'en aller à Sarajevo. Il en est pas ressorti vivant. Il est pas mort là, il est revenu, mais là, il a fait des ACV. Il y a eu des problèmes, il est devenu un peu fou. Donc là, il a échoué sa vie, c'est comme une sorte d'élitement, mais en même temps,
ça lui ressemble. Tu vois, il peut pas peut-être mourir autrement que comme ça. Et là, on va terminer avec 2 questions. La première, bon, il y a eu la polémique avec Christian Rioux, on a parlé en début d'épisode, qui défend évidemment Mathieu Bock-Côté. Ces gens-là mangent au même râtelier. Mais il a quand même dit que j'avais beaucoup d'esprit. Oui. Je m'accroche à ça. mais il écrit quelque chose de fantastique. On comprend que l'auteur supporte encore moins de lire sous la plume de l'intellectuel québécois le plus lu en France. Ce qui est faux, ça. Ouais, c'est ça que j'allais... Je n'aime pas l'acharnement contre Mathieu Bock-Côté lorsqu'on le prend pour une piñata et que tout le monde se met à frapper dessus par ailleurs. Mais à l'inverse. Mais à l'inverse, lorsqu'on nous donne l'argument du nombre comme ça. Surtout en France. Non, mais comme si ça voulait dire quelque chose. Il est lu en France, donc il est respectable. L'intellectuel le plus lu. Ouais. Là, à un moment donné, il y avait... Quel était le philosophe jovialiste au Québec? André Moreau. On pourrait dire que c'était le philosophe qui était le plus invité à Adlib. Ça n'a aucune valeur ça n'a aucune consistance comme argument. Mais c'est faux empiriquement parce que c'est probablement l'intellectuel québécois qui va le plus à la télé en France, mais il est pas le plus lu. Ouais. Moi je voir les ventes. Moi je le sais, je suis éditeur puis je vends en France. Non, éditeur québécois, auteur québécois. Je veux dire, Normand Baillargeon, il a vendu 100 fois plus de livres que je sais combien de livres il a vendu. Lui, à peu près les ventes des livres de Mathieu Bock-Côté, je les sais à peu près. Il a vendu. On peut-tu avoir des chiffres? Moi je pense son dernier, c'est à peu près 7000 exemplaires, aux dernières nouvelles. Peut-être rendu à... qui est bien, hein, c'est bien. Pour au Québec et en France? Non, en France. Okay. Au Québec, c'est autour de 2000. Okay. Donc, et Normand Baillargeon? Mais 7000 exemplaires pour 200 entrevues, je sais pas combien d'entrevues il a donné, mais il est vraiment passé partout. C'est un ratio, qui montre qu'il appartient au monde de la communication, puis que son enracinement. Normand Baillargeon, on a vendu plus de 100 000 exemplaires. Puis, je veux dire, Alain Deneau, son livre La médiocratie, on a vendu plus de 30 000. Je suis à peu près certain qu'Hubert Reeves vend plus de livres, ça, j'ai pas les statistiques. Puis, probablement, je le dis juste pour l'énerver, Charles Taylor. Donc, vend plus de livres. Mais c'est un personnage médiatique considérable. Oui, parce qu'il fait de la bonne télé. Oui. Et en France particulièrement. Il s'est installé en France, qui est en soi, évidemment, c'est un exploit. Je pense, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont réussi à s'installer, éditorialiste au Figaro, puis après ça, invité sur toutes les tribunes comme quelqu'un qui va venir parler quasiment de la France. Mais pour finir avec Christian Rioux, parce que Christian Rioux, dans son texte, dit, on comprend que l'auteur supporte encore moins de lire sous la plume de l'intellectuel québécois le plus lu en France une défense de la nation digne des Lévesque, Parizeau, Vadeboncoeur et Falardeau. On n'est pas là-dedans du tout, là, avec le... Mais là, c'est parce que là, maintenant qu'il a dit qu'on pouvait pas faire un jeu de piñata avec Mathieu Bock-Côté, je me sens gêné de dire... Non, c'est pas une injonction, hein. Donc, sortons de la piñata. Non, ça c'est sans commune mesure, là, je veux dire, c'est pas de... D'abord, toutes ces personnes-là, ils ont pas la même, je veux dire, Jacques Parizeau, c'est un homme d'action, là, c'est pas un intellectuel qui écrit des livres. René Lévesque, c'est quelqu'un qui était un vrai journaliste. Oui. Moi, il y a comme un personnage qui se développe dans l'espace. Mais il se prétend pas journaliste. Non, il dit, je suis pas journaliste. Mais c'est quoi? Un chroniqueur, moi, quand j'ai été élevé avec l'idée que le chroniqueur, c'est le premier joueur de centre du journal. C'est quand t'es rendu chroniqueur, là, c'est rendu quelqu'un qui... C'est de lié droit. Ouais. C'est comment qu'il s'appelait dans Lancer compte, celui qui changeait les jackstraps. Nounou? Ouais. Ah, non. Mathieu va plutôt parler, de l'intellectuel dans la cité. Oui, mais... Donc, on peut dire oui, mais il ne se qualifie pas de journaliste. Non, lui, il se qualifie pas. Non, tout à fait. Il va plutôt se placer un peu comme Normand Baillargeon le fait aussi malgré la comparaison mais Normand ne voudrait pas faire. Non, mais c'est l'intellectuel dans la cité. C'est pas une carrière journalistique. Non, exactement. Je réfléchis publiquement sur la chose publique. Mais il lui donne son opinion sur plus qu'il réfléchit et donc il éditorialise en permanence. Sans doute. C'est quelqu'un qui est constamment en train de produire de l'éditorial. Ce que je voulais surtout dire, c'est que quand Mathieu Bock-Côté tient un discours contre la censure, il va toujours aller prendre ces exemples-là spectaculaires. On a voulu mettre une feuille de vigne sur la face de Christophe Colomb, je sais pas trop quoi dans une version. Mais en fait, le discours qu'il veut libérer, le vrai discours qu'il veut libérer, c'est le discours sur l'immigration. C'est ça son truc, là. C'est, on peut-tu être conservateur sans avoir toutes les digues que la société occidentale a mis sur ce discours-là depuis 70 ans? On peut-tu avoir un conservatisme transgressif, c'est les mots qu'il utilise pour parler de Sarkozy, mais on sent que c'est ça qu'il veut. Et là, il faut pas se laisser abuser, là. C'est ça the real thing. C'est là qu'il s'en va. C'est cette parole-là qu'il veut libérer. Et là, il y a ses meilleurs ennemis qui lui servent. Il y a des bons amis, dont le premier ministre François Legault, qui a dit récemment que c'était un intellectuel de qualité. Et quand il a été pris dans le problème du programme Expérience Québec,
la bourde la plus grosse qu'il a commise de dire la chambre de commerce est contre nous parce qu'ils veulent du cheap labor. Ouais. Mais ça, c'est le discours de Mathieu Bock-Côté. Ouais. Je crois avoir donné le goût, je l'espère, aux gens de découvrir votre essai Mélancolie identitaire. On rappelle que c'est un essai littéraire, parce que c'est très bien écrit, cela dit. Mais ne cherchez pas là-dedans un pamphlet contre Mathieu Bock-Côté, parce que c'est pas ça. Parce que je sais que les gens ont l'impression que c'est un peu ça, mais c'est pas ça. C'est un peu ça quand même, mais c'est pas juste ça. Non, mais oui. Mais il y a une réflexion très large sur les centres d'achat, entre autres avec l'architecte Victor Gruen. Mon Dieu, c'est incroyable. Je vais finir avec ça pour vrai. Juste la dernière phrase, il faut que je la retrouve. Elle est extraordinaire. Qui a créé le concept, parce que vous parliez de Mathieu Bock-Côté qui dit qu'il ne faut pas aller au Carrefour Laval parce que les gens ne parlent qu'anglais. Le Québec français est une fiction. Le Québec français est une fiction. Moi, j'ai dit, c'est le centre. Le Carrefour Laval est une fiction en soi. Et là, vous citez l'architecte autrichien Victor Gruen, qui est à l'origine du centre commercial comme on le connaît. L'Amérique ne sera jamais qu'une société où chacun désire s'acheter ce dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il ne possède pas afin d'impressionner des personnes qu'il ne connaît pas. Je trouve que c'est une très belle phrase. Voilà. Alors, merci Marc Fortier. Je vais vous réinviter, ne serait-ce que parce que vous êtes mon pusher d'essai. Alors, moi, n'importe quand. Non, mais oui, je vais vous réinviter, c'est certain. Mais merci de nous parler de votre livre, qui est une drôle de bébite littéraire. Je dois l'avouer. Là, Vous allez avoir du plaisir à le lire. Moi, je l'ai lu déjà. Non, je parle à vos millions d'éditeurs. Ah oui, mais j'espère. Oui, bon, puis c'est le genre, je crois que c'est notre public. C'est le public cible pour ce genre d'essai.